C'était bien plus qu'un simple pionnier chinois des arts martiaux, c'était un visionnaire déterminé à imposer le respect dans un Hollywood gangrené par un racisme systémique. De son côté, elle incarnait l'Amérique traditionnelle, une pom-pom girl baptiste dont le cœur battait pour l'homme derrière le combattant bien au-delà de son kung-fu. Lorsqu'ils ont scellé leur union en secret, en 1964, ce n'était pas juste un mariage, mais un acte de rébellion contre sa famille, la société et toutes les statistiques. Main dans la main, ils ont bâti une existence faite de luttes acharnées d'une gloire éblouissante et de polémiques jusqu'à ce qu'un scandale retentissant vienne tout bouleverser. Le légendaire Bruce Lee est-il resté fidèle jusqu'au bout? Quelle était la part de vérité que Linda détenait sur la mystérieuse Betty Ting-Pei? Et surtout, comment a-t-elle pu survivre à la double tragédie de perdre son mari, puis son fils? Voici l'histoire cachée de l'union entre Bruce Lee et Linda Lee Cadwell, une romance interdite qui a brisé les tabous. Linda Emery a vu le jour en 1945 à Everett, dans l'État de Washington, au cœur d'une famille blanche de la classe moyenne imprégnée de valeurs baptistes et d'origine suédoise, irlandaise et anglaise. Elle n'était encore qu'une adolescente insouciante, âgée de 18 ans et pom-pom girl au lycée Garfield de Seattle, lorsque son regard a croisé celui de Bruce Lee pour la toute première fois en 1963. C'était lors d'une démonstration de kung-fu. Bruce, âgé de 26 ans, dégageait déjà un magnétisme animal étudiant la philosophie à l'université tout en enseignant son art martial en parallèle. Le destin a un sens de l'ironie car à cette époque, il fréquentait une amie proche de Linda, une certaine Amy Sanbo. Cependant, cela n'a pas empêché l'inévitable. Linda a été instantanément captivée non seulement par sa puissance physique brute, mais aussi par la vivacité intellectuelle exceptionnelle qu'il dégageait. Pour Bruce, Linda incarnait une perle rare qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant dans ses cercles habituels. Il avait trouvé en elle une personne qui ne se contentait pas d'être curieuse de son art, mais qui s'y ouvrait avec une dévotion totale et sans jugement. Leur connexion est devenue indestructible peu de temps après qu'elle a intégré ses cours de kung-fu basés sur le style Wing Chun sur le campus universitaire. En devenant l'une de ses toutes premières élèves féminines, Linda a découvert le vrai Bruce intense dévoré par l'ambition et obsédé par la destruction des traditions martiales rigides. Son credo était d'utiliser l'absence de voix comme voix et l'absence de limite comme seule limite. Pour lui, ce n'était pas un simple slogan philosophique, c'était une raison de vivre et Linda a embrassé cette vision corps et âme. Pourtant, leur idylle n'avait rien d'un conte de fées facile. Bruce était chinois, Linda était blanche et ils vivaient dans l'Amérique ségrégée des années 60. Il faut rappeler que le mariage interracial était encore illégal dans de nombreux États lorsqu'ils se sont dit oui à Seattle le 17 août 1964, lors d'une cérémonie civile expéditive sans photographe ni fanfare. La mère de Linda n'a pas caché sa désapprobation en dépit de ses déclarations antérieures affirmant qu'elle tolérait parfaitement les Asiatiques en tant qu'amis, mais pas au sein de la famille. Mais fréquenter l'un d'eux et pire encore l'épouser, c'était franchir une ligne intolérable pour l'époque. Bruce lui savait pertinemment que le chemin serait semé d'embûches. Il avait déjà goûté à l'amertume d'Hollywood, qui lui fermait ses portes pour des premiers rôles, ignorant son talent immense et son éducation supérieure. Épouser une Américaine blanche dans ce climat tendu ajoutait une montagne d'obstacles à son parcours, mais cela ne l'a jamais fait reculer d'un pouce. Selon les confidences de leurs proches, il disait souvent en privé « Linda était ma partenaire dans chaque aspect de ma vie. Elle a cru en son génie quand il ne possédait rien. Linda a même sacrifié ses études juste avant d'obtenir son diplôme pour se consacrer entièrement à la vision grandiose de Bruce. C'est elle qui l'a soutenu pour ouvrir ses écoles d'arts martiaux d'abord à Seattle, puis à Oakland, et enfin sous les projecteurs de Los Angeles. Bruce donnait des leçons privées à des icônes comme Steve McQueen, James Coburn et Karim Abdul-Jabbar. Malgré ses clients prestigieux, les finances du foyer restèrent précaires, les obligeant à déménager 9 fois entre 1964 et 1973. Bruce était un bourreau de travail se démenant sans cesse enchaînant les cours, chorégraphiant des scènes de combat complexes et rédigeant les théories martiales révolutionnaires qui allèrent devenir le Jeet Kune Do. Pendant ce temps, Linda tenait la maison à bout de bras, élevait Brandon et Shannon et affrontait la solitude pesante de vivre dans l'ombre d'un géant. En 1971, fatiguée des refus constants d'Hollywood,
Bruce a pris la décision radicale d'emmener sa famille à Hong Kong. C'est là que leur destin a basculé. Le film The Big Boss a propulsé Bruce au rang de superstar instantané. Le succès phénoménal de La Fureur de vaincre a suivi puis celui de La Fureur du dragon qu'il a lui-même réalisé et interprété. Soudainement, l'homme que Los Angeles ignorait au téléphone se faisait assaillir par des foules en délire dans les rues de Hong Kong, mais cette gloire avait un prix exorbitant. Bruce travaillait désormais 18 heures par jour. Linda, isolée dans un Hong Kong dont elle ignorait les codes, se battait contre la barrière de la langue et la pression médiatique. C'est alors que les rumeurs ont commencé à empoisonner leur vie, murmurant des histoires d'infidélité persistantes. Les regards se tournaient particulièrement vers l'actrice Betty Ting-Pei, dans l'appartement de laquelle Bruce allait tragiquement perdre la vie et qui a affirmé avoir eu une liaison avec lui. Face à la tempête, Linda a gardé une dignité royale, ne confirmant jamais aucune trahison. Dans ses interviews, elle répétait inlassablement cette phrase « Je connaissais l'homme que j'ai épousé et je l'aimais profondément ». L'un des chapitres les plus analysés et les plus sulfureux de la vie privée de Bruce Lee reste cette supposée relation extra-conjugale avec la starlette taïwanaise Betty Ting-Pei. Bien que les spéculations allèrent bon train, bien avant sa disparition, la nature exacte de leur intimité est devenue le centre d'une obsession publique morbide dans les mois qui ont suivi. Tout semble remonter au milieu de l'année 1973, une période charnière durant laquelle Bruce passait, selon les rumeurs insistantes, une quantité de temps de plus en plus significative en la compagnie de la charmante Betty. Il faut savoir que Betty Ting-Pei avait décroché un rôle de soutien dans le film légendaire Game of Death, mais d'après les murmures incessants qui circulaient dans les coulisses de l'industrie cinématographique de Hong Kong à l'époque, la complicité qui unissait l'actrice et Bruce semblait aux yeux de tous bien plus profonde et intime que celle de simples collègues de travail. De nombreux témoins oculaires, incluant des membres influents de la production ainsi que des proches du cercle intime, ont certifié avoir vu Bruce se rendre fréquemment au domicile de la jeune femme, arrivant souvent seule et sans son cortège habituel de sécurité. Au fil des années et des interviews accordées à la presse, Ting-Pei a d'ailleurs semé le trouble en livrant des versions contradictoires et changeantes concernant la véritable nature de leur attachement. Dans un premier temps, elle a farouchement nié toute implication sentimentale, s'évertuant à décrire la star des arts martiaux comme un simple mentor spirituel et un ami très cher sans aucune ambiguïté. Toutefois, le discours a radicalement changé en 1976, puis à nouveau en 1983, lorsqu'elle a fini par modifier sa version des faits pour admettre l'existence d'une relation charnelle, bien que brève et tumultueuse. Elle a tenu à préciser avec insistance qu'il ne s'agissait nullement d'une liaison de longue durée, mais plutôt d'un moment d'égarement et de réconfort mutuel, entre deux âmes soumises à une pression médiatique écrasante. Ces confessions tardives ont déclenché une véritable tempête médiatique et soulevé une controverse passionnée divisant profondément les fans inconditionnels de Bruce Lee ainsi que les journalistes spécialisés. Une partie de l'opinion publique estimait que Ting-Pei cherchait avant tout à attirer les projecteurs sur elle, tandis qu'un autre camp plus sceptique pointait du doigt les nombreuses contradictions flagrantes dans ses récits successifs, s'interrogeant ouvertement sur les véritables motivations qui la poussaient à faire de telles révélations des années après le drame. Quoi qu'il en soit, ces aveux explosifs ont suffi à raviver les vieilles rumeurs persistantes affirmant que le petit dragon aurait entretenu au moins une aventure extra-conjugale alors qu'il était au sommet de sa gloire à Hong Kong. Face à ce tourbillon de ragots, l'épouse de la star Linda Cadwell a toujours gardé une posture digne, refusant systématiquement d'aborder, de front ou publiquement, les accusations d'infidélité qui ternissaient l'image de son défunt mari. Même dans ses mémoires publiées en 1975 intitulées Bruce Lee, The Man Only I Knew, elle ne fait qu'une allusion très brève à Betty Ting-Pei, se gardant bien de commenter la nature exacte de leur lien. Elle a délibérément choisi de focaliser son ouvrage sur la richesse de la philosophie de Bruce, son incroyable évolution en tant qu'homme et le parcours exceptionnel qu'ils ont traversé ensemble. Cette décision délibérée d'esquiver toute discussion frontale sur cette prétendue liaison a été décortiquée par les analystes. Certains y ont vu un refus noble de se rabaisser aux spéculations sordides d'autres, une acceptation silencieuse d'une blessure intime ou encore un effort calculé pour protéger l'héritage sacré de Bruce contre les scandales destructeurs.
De nombreux biographes se sont penchés sur la question, tentant désespérément de décoder le silence impénétrable de Linda pour comprendre ce qu'elle savait réellement. Certains avancent l'hypothèse qu'elle était parfaitement lucide quant aux démons intérieurs de Bruce et aux tentations inhérentes à son statut d'icône mondiale, mais qu'elle a préféré sauver les apparences pour préserver l'intégrité de leur famille. D'autres observateurs pensent qu'elle considérait l'impact monumental de Bruce sur les arts martiaux et le cinéma comme bien plus important que quelques possibles écarts de conduite dans sa vie privée. Peu importe la réalité exacte qui se cache derrière ces bruits de couloir, il est indéniable que ces accusations d'adultère ont rajouté une couche de complexité émotionnelle terrible à un mariage qui subissait déjà les assauts d'une pression extérieure phénoménale. La montée en flèche de Bruce Lee vers le panthéon des superstars s'est accompagnée d'une attention planétaire étouffante, d'un examen minutieux par les médias et de tensions internes inévitables. Comme c'est souvent le cas dans de nombreux couples soumis à une visibilité publique aussi intense, la dynamique entre Bruce et Linda n'a pas été seulement façonnée par l'amour pur et des valeurs partagées, mais également par des forces extérieures brutales, la célébrité, dévorante les attentes culturelles asiatiques et occidentales, et sans doute des instants de fragilité humaine. Malgré tout, Linda a toujours veillé à présenter une image unie, dressant un portrait respectueux et aimant de la personnalité complexe de Bruce Lee. Des décennies plus tard, lorsqu'un journaliste a osé lui demander en privé si elle s'était sentie trahie, sa réponse fut aussi brève qu'énigmatique. « Je comprenais parfaitement l'homme que j'ai épousé, c'est la seule chose que j'ai à dire à ce sujet. » Abordons maintenant le tragique événement, la mort de Bruce Lee. Le 20 juillet 1973, la légende s'est éteinte brutalement à Hong Kong, à l'âge de 32 ans seulement. Ce décès soudain est survenu dans l'intimité de l'appartement de l'actrice taïwanaise Betty Ting Pei, où Bruce s'était rendu en début d'après-midi pour revoir certaines lignes du scénario de Game of Death. D'après les rapports officiels de la police locale, Bruce s'est plaint de violents maux de tête accompagnés de vertiges en fin de journée. C'est peu après 19 heures que tout a basculé. Pour le soulager, Ting Pei lui a donné un comprimé d'équagésique, un puissant analgésique sur ordonnance combinant de l'aspirine et du méprobamat, un médicament qu'il aurait apparemment déjà consommé par le passé sans le moindre souci. Quelques instants plus tard, Bruce est allé s'allonger dans la chambre de Betty pour se reposer, mais lorsqu'elle a tenté de le réveiller plus tard sans succès, la panique s'est installée et les secours ont été dépêchés sur place. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Il a été déclaré mort dès son arrivée aux urgences de l'hôpital Queen Elizabeth aux alentours de 23h30. L'autopsie officielle a mis en évidence un sévère œdème cérébral, c'est-à-dire un gonflement massif du cerveau dont le volume avait augmenté d'environ 13%. Le médecin légiste de Hong Kong a conclu que cette mort tragique était très probablement le résultat d'une réaction allergique rare et fatale à l'un des composants chimiques de l'équagésique. Les analyses toxicologiques poussées n'ont révélé aucune trace d'alcool, aucune présence de drogues illicites, ni aucune autre substance suspecte dans son système sanguin. De même, aucune preuve matérielle ne permettait de conclure à un acte criminel ou à une agression extérieure. Cependant, le simple fait que Bruce ait rendu son dernier souffle au domicile de Betty Ting Pei et non chez lui auprès de sa femme Linda a instantanément provoqué un chaos médiatique sans précédent. La presse à scandale de Hong Kong et plusieurs médias internationaux ont immédiatement commencé à spéculer sur des causes plus sombres, une overdose dissimulée, un crime passionnel ou même l'ombre menaçante des triades chinoises. Certains journaux avides de sensationnalisme ont même osé suggérer que les circonstances étaient bien plus troubles que la version officielle. Cette perte de connaissance soudaine n'était malheureusement pas sans rappeler un incident terrifiant survenu quelques mois plus tôt, précisément le 10 mai. À l'époque, la star avait déjà frôlé la mort victime d'un œdème cérébral foudroyant provoqué par des conditions de travail inhumaines où il enchaînait les séances de doublage dans une fournaise insupportable. Alors que la nouvelle du drame se répandait comme une traînée de poudre, la machine à rumeurs s'est emballée de manière incontrôlable. Au cœur de la tempête, l'actrice Betty Ting Pei a multiplié les interventions médiatiques, livrant des versions des faits souvent incohérentes, qui, loin de calmer les esprits, n'ont fait que jeter de l'huile sur le feu des commérages. La presse à scandale s'en est donnée à cœur joie, insinuant sans la moindre retenue que la disparition de la légende des arts martiaux cachait de sombres secrets, des ébats excessifs, une hypothétique addiction aux stupéfiants
ou même la piste d'un empoisonnement criminel par des triades, tout cela étant avancé sans l'ombre d'une preuve médicale pour étayer ces affirmations sordides. Durant un quart de siècle, ces légendes urbaines ont circulé librement, s'ancrant dans l'imaginaire collectif, faute de démentis assez puissants. Ce n'est qu'en 1998, suite à un article incendiaire du Los Angeles Times, suggérant une liaison adultère et dramatisant le rôle de sa partenaire, que Linda Lee Cadwell a décidé de briser le silence pour contre-attaquer. Dans une lettre ouverte vibrante d'émotion et de colère, elle a déclaré « Mon mari a succombé à une défaillance médicale et non aux conséquences d'une romance illégitime. » Elle poursuivait avec fermeté « Je ne permettrai pas que des étrangers réécrivent l'histoire de sa vie ou salissent la vérité sur sa fin tragique pour vendre du papier. » Linda a fustigé l'irresponsabilité des médias, les accusant d'avoir monté en épingle la présence de Ting Pei, d'avoir volontairement mal interprété le rapport d'autopsie et de ressusciter de vieilles calomnies qui avaient pourtant été balayées dès 1973. Elle a martelé que le verdict du médecin légiste ne laissait place à aucune ambiguïté ni à aucune interprétation mystique. La science était formelle, il s'agissait d'une réaction allergique rare et fatale à un composant médicamenteux, un simple analgésique et rien d'autre. Pourtant, malgré le combat acharné de Linda pour rétablir les faits, le mythe entourant la mort du petit dragon a perduré, traversant les décennies comme une malédiction tenace. Cette persistance s'explique par l'incrédulité du public face à la mort banale d'un surhomme. Comment un être à l'apogée de sa puissance physique capable de prouesses inouïes pouvait-il être terrassé par un simple comprimé? Le contraste était trop violent pour être accepté. Hélas, le destin dans sa cruauté allait frapper une seconde fois la famille Lee, rejouant une partition macabre. Brandon Bruce Lee, venu au monde en 1965, était le premier-né du couple. Portant le poids d'un héritage colossal, il a embrassé très tôt la voie paternelle, se lançant corps et âme dans le cinéma d'action et la maîtrise du combat. Il a perfectionné son art sous la tutelle des légendes Dan Inosanto et Richard Bustillo, disciple direct de son père, tout en affûtant son jeu d'acteur sur les bancs prestigieux de l'Emerson College et du célèbre Lee Strasberg Theatre Institute à New York. Sa carrière sur grand écran a pris son envol vers la fin des années 80, débutant par des productions musclées telles que L'héritier de la violence et Dans les griffes du dragon rouge, mais c'est véritablement le film Rapid Fire qui a révélé son magnétisme unique, le propulsant au rang de futur grand d'Hollywood. Le tournant décisif survient en 1993 lorsque Brandon décroche le rôle principal d'Eric Draven dans The Crow, une œuvre gothique et sombre racontant une vengeance d'outre-tombe inspirée par les planches torturées de James O'Barr. Ce long métrage se démarquait par une atmosphère visuelle oppressante et une multitude de séquences d'action périlleuses nécessitant l'usage fréquent d'armes à feu sur le plateau. Le 31 mars 1993, alors que le tournage touchait à sa fin à Wilmington en Caroline du Nord, l'impensable s'est produit. Brandon a été mortellement touché par ce qui devait n'être qu'un accessoire de cinéma. La scène fatale mettait en jeu l'acteur Michael Massey, qui devait, selon le script, braquer un revolver de gros calibre sur Brandon et presser la détente. Ce que tout le monde ignorait, c'est que l'arme était devenue un piège mortel. Un fragment de balle réelle était resté bloqué dans le canon suite à une négligence lors d'une précédente manipulation avec des munitions factices bricolées. Lorsque la cartouche à blanc a été tirée pour la scène, la pression des gaz a propulsé le projectile coincé avec la même force qu'une vraie balle frappant Brandon en plein abdomen. L'acteur s'est écroulé instantanément. Transporté d'urgence au centre médical régional de New Hanover, il a lutté pendant 6 longues heures sur la table d'opération, mais les chirurgiens n'ont pu endiguer l'hémorragie massive. Il s'est éteint à l'âge de 28 ans. L'enquête qui a suivi a mis en lumière une série accablante de manquements aux règles de sécurité élémentaires. On a découvert que l'équipe des effets spéciaux, par souci d'économie ou de temps, avait fabriqué ses propres munitions inertes pour les plans rapprochés de manière artisanale et dangereuse. Ces cartouches contenaient de vraies douilles et de véritables pointes métalliques, mais avaient été vidées de leur poudre. Cependant, l'amorce de l'une d'elles n'avait pas été neutralisée. Lors d'un test, cette amorce a suffi à pousser la balle juste assez loin pour qu'elle se loge invisible dans le canon du revolver. Quand l'arme a ensuite été chargée avec de véritables cartouches à blanc pour la scène de tir, le mécanisme fatal était en place.
Après un mois d'investigation minutieuse, l'administration de la sécurité et de la santé au travail a conclu que c'était bien une accumulation d'erreurs humaines et une absence totale de protocoles rigoureux concernant la gestion des armes à feu qui avaient directement causé la perte tragique de Brandon. La société de production a écopé d'une amende bien dérisoire face à la perte humaine et les responsabilités légales ont été clairement établies. Dévastée mais combative, Linda a entamé une procédure judiciaire pour mort injustifiée en mai de la même année, visant plusieurs entités dont Crow-Visioning, la Edward R. Pressman Film Corporation, ainsi que les techniciens responsables de l'armurerie et des effets spéciaux sur le plateau. Ses avocats ont plaidé la négligence grave, soulignant le manque criant de supervision professionnelle et le mépris des standards de sécurité de l'industrie. Le litige s'est finalement soldé par un accord à l'amiable confidentiel en octobre 1993 pour une somme restée secrète. Malgré le traumatisme insurmontable, Linda et sa fille Shannon ont donné leur bénédiction pour que The Crow soit achevé, nécessitant des prouesses numériques et l'utilisation de doublures pour les dernières scènes. Le film est finalement sorti sur les écrans en mai 1994, devenant instantanément un phénomène culturel. Il a généré plus de 94 millions de dollars à travers le monde, porté par la performance spectrale de Brandon. Dans les années qui ont suivi, Linda a souvent évoqué cette double tragédie, rappelant au monde que derrière les légendes du cinéma se trouvaient un mari et un fils aimés partis trop tôt. Affirmer que cette tragédie était écrite dans les étoiles dépasse toute logique humaine et cosmique. C'est une absurdité douloureuse face à laquelle il n'y a pas de réponse, on apprend simplement, jour après jour, à survivre avec ce vide immense. Finalement, le jeune Brandon a rejoint son père pour le repos éternel, inhumé juste à ses côtés dans la terre humide du cimetière de Lakeview, situé dans la grisaille mélancolique de Seattle, au cœur de l'État de Washington. Ce lieu de sépulture réunissant deux légendes parties trop tôt s'est transformé en un véritable sanctuaire sacré où affluent des milliers de pèlerins venus des quatre coins du globe, passionnés d'arts martiaux et dévots du clan Lee. Mais comment continuer l'existence après la perte d'un titan comme Bruce Linda, qui n'avait que 28 ans lors de ce fatidique mois de juillet 1973, s'est retrouvé face à un abîme vertigineux, sa jeunesse fauchée par le deuil. Propulsée dans le rôle cruel de la veuve iconique du jour au lendemain, elle a dû puiser une force surhumaine pour élever seule ses deux trésors, le petit Brandon, âgé de seulement 8 ans à l'époque, et Shannon, une toute petite fille de 4 ans. Tout cela en naviguant dans l'œil du cyclone médiatique, traqué par une curiosité publique insatiable, alimentée par l'impact culturel sismique que son défunt mari avait laissé sur le monde. Fuyant la frénésie de Hong Kong pour retourner aux États-Unis, Linda a cherché refuge sous le soleil de Californie, tentant désespérément de bâtir une existence normale et privée, tout en vivant perpétuellement dans l'ombre gigantesque d'une icône planétaire. Durant les longues années de reconstruction personnelle qui ont succédé à la disparition brutale et choquante de Bruce, Linda a fait preuve d'une dignité rare, refusant catégoriquement de transformer son deuil en spectacle ou d'exploiter commercialement le nom sacré de son époux pour un gain facile. Préférant l'anonymat, elle est devenue institutrice en maternelle, consacrant son énergie à forger le caractère de ses enfants en leur inculquant la discipline, l'honnêteté et la liberté d'expression chères à leur père, tout en leur offrant une identité propre loin du poids de la célébrité. C'était une mère louve farouchement déterminée à toute épreuve à ériger un rempart infranchissable autour de sa progéniture pour les préserver du tourbillon médiatique incessant et des vautours qui continuaient de planer autour de l'héritage mythique de Bruce Lee. En 1975, elle brise le silence en publiant Bruce Lee, The Man I Knew, des mémoires poignants dévoilant un portrait intime, vulnérable et profondément humain de l'homme derrière la légende. Cet ouvrage fondateur a par la suite servi de socle narratif pour le célèbre biopic sorti en 1993, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, une superproduction signée Universal Pictures, qui a ému le monde entier. Ne s'arrêtant pas là, elle a également pris la plume pour The Bruce Lee Story, cimentant définitivement son statut de gardienne suprême du temple, veillant jalousement sur la mémoire intacte et le message philosophique de son premier amour. Le destin amoureux de Linda prend un tournant inattendu en 1988 lorsqu'elle épouse Tom Blicker, un acteur et scénariste qui gravitait déjà dans l'orbite familiale
en tant qu'ancien disciple d'arts martiaux de Bruce. Mais ce chapitre s'est révélé désastreux. L'union fut éphémère durant moins de 2 ans et s'est soldée par un divorce acrimonieux, noyé dans un climat toxique de conflits personnels et de trahison professionnelle. La rancœur a pris une forme publique lorsque Blicker a publié Unsettled Matters, The Life and Death of Bruce Lee, un coup de poignard littéraire. Ce livre hautement controversé et sensationnaliste propageait des théories du complot douteuses sur la fin tragique de Bruce tout en attaquant violemment la gestion de l'héritage familial par Linda elle-même. Dans les cercles intimes, la rumeur disait que Linda s'était sentie manipulée, voire totalement exploitée par cette relation qui semblait cacher des arrière-pensées mercantiles. Elle aurait d'ailleurs lâché cette phrase terrible et lourde de sens à ses confidents les plus proches. C'était le mythe de Bruce qui l'intéressait jamais ma personne. 3 ans après ce fiasco en 1991, le destin lui sourit à nouveau sous les traits de Bruce Cadwell, un agent de change à la retraite. L'ironie du sort voulait qu'il porte le même prénom que l'homme qui avait marqué sa vie à jamais. Incroyablement, leurs chemins s'étaient déjà croisés sans se voir. Ils avaient tous deux arpenté les couloirs du lycée Garfield à Seattle, exactement à la même époque, ignorant alors qu'ils étaient destinés à se retrouver. Cette nouvelle romance offrait enfin un havre de paix fondé sur une stabilité inébranlable et un respect mutuel tranchant radicalement avec les montagnes russes émotionnelles et le chaos de ces unions passées. Cependant, le drame a frappé à nouveau. Et pourtant seulement 17 jours après la disparition tragique de Brandon Lee, en mars 1993, Bruce Cadwell a fait le pari audacieux de demander la main de Linda. Ce timing a fait jaser dans les chaumières et les tabloïds, beaucoup jugeant ce geste totalement inapproprié, voire choquant, alors que les larmes du deuil n'avaient pas encore séché. Mais pour ceux qui connaissaient la douleur insondable de Linda, ce geste fut perçu différemment comme un ancrage vital, une bouée de sauvetage émotionnel indispensable au milieu d'une tempête de douleurs dévastatrices. Elle a dit oui à la vie, malgré la mort, et ils ont scellé leur union peu de temps après, choisissant l'amour comme remède au désespoir. Loin des paillettes, le couple a élu domicile à Boise, dans l'Idaho, pour y mener une existence paisible et discrète, partageant aujourd'hui la joie de voir grandir 9 petits-enfants issus de leurs familles respectives. Linda n'a jamais tari d'éloges sur son mari, décrivant Bruce Cadwell comme le pilier inébranlable, la force tranquille qui l'a maintenu debout durant les époques les plus tumultueuses de sa vie. Elle a confié avec émotion: « Il m'a offert un sanctuaire de sécurité et de calme, alors que mon monde personnel était littéralement en train de brûler. » À l'opposé complet de son second époux avide de gloire, Bruce Cadwell a toujours cultivé la discrétion, restant volontairement en retrait de la vie publique, bien qu'il accompagne fidèlement et fréquemment sa femme lors des hommages solennels des séminaires intensifs de Jeet Kune Do et des galas prestigieux organisés par la fondation Bruce Lee. Lorsqu'on l'interroge avec malice sur son parcours conjugal atypique, Linda ne manque pas d'humour et plaisante souvent en disant « Il semblerait bien que j'ai un type d'homme bien précis, n'est-ce pas ?» Même si elle a passé sa vie à fuir les feux de la rampe, Linda essaie d'y rester avec une constance admirable, la gardienne inamovible et vigilante de l'immense héritage culturel laissé par Bruce Lee. C'est dans cet esprit qu'en 2002, elle a cofondé avec sa fille Shannon la Fondation Bruce Lee, une structure ambitieuse à but non lucratif entièrement dédiée à l'éducation au rayonnement de la culture asiatique et à la propagation de la philosophie unique des arts martiaux. Linda en a été la pierre angulaire dès le début et continue d'y siéger en tant que conseillère honoraire respectée, bien qu'elle ait officiellement tiré sa révérence concernant les discours publics. Depuis 2001, le flambeau a été passé à la génération suivante, sa fille Shannon. Lee, née un jour de printemps en avril 1969, assume désormais à plein temps le rôle crucial de curatrice et protectrice de l'empire familial. Femme de lettres et d'action, elle est l'auteure reconnue de Be Water My Friend, une exploration magistrale et saluée de la philosophie paternelle. Elle brille également comme productrice exécutive de Warrior, la série à succès de Cinemax et HBO Max, donnant enfin vie au concept original imaginé par Bruce Lee en 1971. Shannon ne se contente pas de gérer les droits. Elle promeut activement le Jeet Kune Do et la sagesse orientale à travers les initiatives mondiales de la Fondation et ses divers programmes affiliés. L'empreinte laissée par Linda dépasse largement le cadre familial.
Elle est devenue une force institutionnelle incontournable dans l'histoire du divertissement. C'est elle qui a bâti pierre par pierre les forteresses juridiques protégeant les droits à l'image de Bruce Lee, menant des batailles publiques acharnées contre les opportunistes. Elle a mené une guerre sans merci contre les vautours de l'industrie traquant sans relâche les utilisations illicites de son image sur des produits dérivés douteux des publicités mensongères et même des œuvres biographiques non autorisées. Ce combat acharné étalé sur plusieurs décennies a été crucial pour garantir que l'héritage du petit dragon soit préservé avec une exactitude historique irréprochable et toute la dignité qu'il mérite. Comme Linda l'a si puissamment affirmé lors d'une interview explosive, en 1999 remettant les pendules à l'heure sur la réalité de sa vie, « Je ne me suis pas contenté d'épouser un homme ordinaire. J'ai épousé une révolution, un mouvement culturel, et cette force ne s'est absolument pas éteinte au moment tragique de sa disparition. » Soyons clairs, leur union n'avait rien du conte de fées que les magazines voulaient en vendre. C'était une lutte brutale contre le temps qui passe les barrières culturelles, la folie de la célébrité et la douleur du deuil. Derrière les clichés glamour de Bruce Lee en pleine action et de Linda souriante à ses bras se dissimulait en réalité une alliance complexe et résiliente bien loin des apparences lisses. Un couple qui a dû traverser l'enfer du racisme ordinaire, survivre à la misère avant la gloire, gérer une notoriété soudaine et écrasante pour finir par porter le poids insoutenable d'une perte dévastatrice. Des rumeurs d'infidélité chuchotées dans les soirées mondaines, à la difficulté d'élever 2 enfants dans l'ombre gigantesque de Bruce Linda, n'a jamais flanché protégeant son nom et son héritage envers et contre tous. À présent, la parole est à vous, chers spectateurs. Pensez-vous sincèrement que le lien sacré entre Bruce et Linda aurait pu survivre à la pression toxique du Hollywood de 2026? Dites-nous tout ce que vous avez sur le cœur dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager massivement cette vidéo si vous voulez que l'on continue à explorer les secrets inavoués et les histoires fascinantes qui se cachent derrière vos plus grandes légendes.